Bienvenue à toutes et à tous dans À l'affiche. On va se promener au musée. Avec tout d'abord Icône américaine, une des expos phares du printemps et de l'été au Grand Palais à Paris. Axel Simon vous emmène découvrir les œuvres emblématiques de l'art américain, de l'après-guerre à nos jours. C'est un grand musée qui a déménagé pour plus d'espace et de lumière. On écoutera l'architecte Renzo Piano nous parler du nouveau musée Whitney de New York. Et puis à ne pas manquer, la grande rétrospective Le Corbusier au Centre Pompidou pour découvrir sous un nouveau jour le père de l'habitat moderne qui nous quittait il y a tout juste 50 ans. C'est l'événement du printemps. L'un des plus prestigieux musées français met à l'honneur le talent des artistes originaires de l'autre côté de l'Atlantique. Icône américaine est l'une des expositions phares du Grand Palais. Elle réunit pour la première fois les œuvres de géants de l'art américain de l'après-guerre à nos jours. Axel Simon nous emmène en visite. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Alexander Calder, Dan Flavin, 4 artistes stars, emblèmes de l'art moderne américain. Ils sont exposés ici à Paris, au Grand Palais, aux côtés de 10 autres artistes incontournables. Partons ensemble à la découverte de ces icônes américaines. L'exposition commence ici avec 4 pièces d'Alexander Calder. Ses installations et ses mobiles sont connus dans le monde entier. Il a révolutionné l'art en introduisant du mouvement dans ses œuvres. Andy Warhol est l'artiste le plus représenté de l'exposition avec 9 œuvres, dont celle-ci, National Velvet. Il est le chef de file du pop art. Parce qu'il a fait des images que tout le monde connaît maintenant, par exemple ces boîtes de soupe Campbell, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Il a un petit peu révolutionné l'art en reprenant les principes de la publicité. Finalement, c'est lui un peu qui a rendu le pop art populaire et dans une critique un peu très moderne à l'époque de la société de consommation. Nous sommes ici dans la salle Warhol. Qu'est-ce que Warhol a révolutionné de son époque? Warhol a révolutionné beaucoup de choses, à la fois dans la peinture, dans l'idée qu'on se fait de la peinture, et puis dans l'idée qu'on se fait d'un artiste. Il est devenu lui aussi une icône en tant que personne, puisqu'il a mis en scène sa vie. C'est lui qui incarne sans doute le mieux une réaction face à cette société de consommation triomphante qui est celle de l'époque dont on parle, l'Amérique des années 60-70, en utilisant des méthodes qui normalement ne sont pas les méthodes des beaux-arts, ces sérigraphies, ces reproductions, cette façon de multiplier les images avec une technique qui fait plutôt penser à la publicité ou à la reproduction en grande série dans la presse, comme cette Liz Taylor qui est devenue une chose complètement fascinante alors qu'elle joue aussi sur la mauvaise qualité, sur cette façon de reproduire. On a aussi Tuna Fish Disaster avec une histoire d'intoxication avec du thon en boîte. Warhol a beaucoup joué sur sa grandeur, misère, l'instant de gloire, la célébrité. Qu'est-ce qui subitement surgit dans les médias, dans l'inconscient collectif ou dans les choses dont tout le monde parle alors qu'un quart d'heure plus tôt, on n'en parlait pas. Les œuvres proviennent du musée d'art moderne de San Francisco et une grande partie d'entre elles de la collection Fisher, l'une des 10 plus importantes au monde. Fondateurs de la marque Gap, Doris et Donald Fisher ont acquis au fil du temps des chefs-d'œuvre de Dan Flavin, Cy Twombly ou encore Roy Lichtenstein. D'une certaine façon, sur le podium du plus provocateur, Lichtenstein est peut-être allé encore plus loin que Warhol, avec cette idée de représenter des choses, non seulement comme dans la publicité, mais même comme dans la bande dessinée, dans la presse vraiment la plus ordinaire, et aussi de représenter des objets sans intérêt, comme un pneu par exemple. Et en même temps, c'est un peintre savant, parce que dans un grand tableau comme celui-ci, on voit le petit clin d'œil à Fernand Léger, à Miro,
à beaucoup d'autres artistes, aux surréalistes, à Tanguy, etc., à Salvador Dali. Bon, pour moi, ça c'est un des plus beaux tableaux de l'exposition. Ah oui. J'adore ce tableau. Dans cette exposition, les grands noms côtoient des artistes moins connus du grand public. Nous sommes ici dans la salle dédiée à Pris Marden. Quel est son rôle dans l'histoire de l'art ? C'est un artiste inclassable. C'est une des raisons peut-être pour lesquelles il reste un peu plus confidentiel. Vous savez, dans les carrières d'artistes, quand on décide de changer de style, d'explorer des choses diverses au fil de sa carrière, c'est moins facile à retenir pour les critiques, pour le public en général. Mais ces tableaux sont quand même considérés comme des grands classiques de l'art américain, d'une abstraction assez poétique, légère, lumineuse, qui caractérise l'art américain, peut-être par opposition à l'art européen. Il fait partie des grands exemples. L'exposition est à découvrir au Grand Palais jusqu'au 22 juin. L'occasion unique de revisiter ici à Paris un demi-siècle d'histoire de l'art américaine en attendant la réouverture du musée de San Francisco en 2016. New York s'offre un musée Whitney plus grand et sur un nouveau site. Le célèbre temple de l'art moderne et contemporain a quitté Madison Avenue pour faire peau neuve dans le quartier branché du Meatpacking District. Les travaux ont duré 4 ans. À la manœuvre, le génie italien de l'architecture, Renzo Piano. Il a conçu un bâtiment avec ses matériaux de prédilection, le béton, l'acier et le verre. 9 étages pour magnifier l'art et faire entrer la lumière. J'ai construit ça pour dire que la culture de la beauté doit être ouverte, accessible, sans prétention et pas intimidante. Et c'est ce que ce bâtiment offre. On ne voit presque pas où se trouve la limite entre la rue et le bâtiment. Vous pouvez voir dehors, voir le trafic, les piétons. Il fait vraiment partie de la ville. Renzo Piano, qui avait déjà dessiné le Centre Pompidou à Paris dans les années 70, ce grand musée pour l'art contemporain propose d'ailleurs une grande rétrospective consacrée à un autre architecte star, le franco-suisse Le Corbusier. Photos, dessins, croquis originaux mettent en relation son travail avec le corps, des chaises ou du mobilier adapté à nos morphologies. Il était aussi peintre et sculpteur. Le père du fonctionnalisme et de l'habitat moderne nous quittait il y a 50 ans. Promenons-nous du côté de Firminy, dans la Loire, pour aller découvrir le plus vaste ensemble architectural d'Europe, réalisé par Le Corbusier. Au sud de Saint-Étienne, il y a Firminy, une petite ville de 17 000 habitants qui n'a rien d'exceptionnel. À un détail près, c'est à Firminy qu'on trouve la ville idéale de Le Corbusier. Ici, il y a une maison de la culture, un stade, une église et bien sûr, une unité d'habitation. C'est le seul site Le Corbusier complet en Europe. On voit bien que les constructions quand même qu'il a fait à l'époque, tout le monde s'en a quand même inspiré après. Mais c'est évident qu'il avait un côté visionnaire, quoi. En 1953, c'est le maire de Firminy, l'ancien ministre de la Reconstruction, qui fait venir Le Corbusier. À l'époque, l'architecte est déjà une star, mais ses idées sont toujours d'avant-garde. Dorénavant, le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les 3 éléments, le soleil, l'espace, les arbres. À Firminy, en pleine nature, Le Corbusier construit une utopie pour le bien-être de l'homme. Et dans cette ville moderne, la maternelle est sur le toit, à 50 mètres du sol. Aujourd'hui, l'école est fermée. Mais après des années d'abandon, l'unité d'habitation, elle, a repris du service. Désormais, il y a ici 382 logements et 1000 habitants. Ça fait 8 ans que je vis au Corbusier. La première fois que je suis venu devant Le Corbusier, je ne voulais pas y rentrer, quoi, je vous dis franchement. Pour moi, ça faisait prison. Je viens de Moreno, donc je voulais un truc... Et quand je vis les appartements super atypiques, et puis voilà, je vous dis, les gens entre eux sont chaleureux et sympathiques, vraiment. Samir Titem habite dans l'unité d'habitation depuis 4 ans. Il vit ici dans l'appartement 38, classé monument historique. Un logement HLM de 80 mètres carrés qu'il paye 530 € par mois, charges comprises. Quand j'ai visité la première fois, je suis tombé amoureux un petit peu de cet espace. L'appartement traversant, descendant, il a 21 mètres de large en pièce de vie. C'était super agréable.
L'architecture de Le Corbusier dépend d'une unité de mesure inédite, le modulor, un homme étalon de 1,83 m, 2,26 m, le bras levé. On se base vraiment sur une occupation humaine de l'espace. Et ensuite, on y applique une règle de proportionnalité qui va permettre justement d'avoir de la cohérence et de la proportion dans tout ce qu'on construit. L'exemple parfait, c'est l'église Saint-Pierre, la seule jamais construite par Le Corbusier. Ici, tout le bâtiment est à l'échelle modulor. L'œuvre qu'il crée, elle a des proportions qui sont faites pour déclencher de l'émotion. Malgré ses trésors de béton brut, Firminy accueille à peine 20 000 visiteurs par an, un patrimoine très peu connu du grand public. Je vous emmène maintenant à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, pour une exposition qui s'intéresse à la question des identités religieuses. Elle s'intitule « Lieux saints partagés » et met en évidence les sanctuaires fréquentés par les fidèles des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. L'objectif est de faire connaître à un large public des sites parfois méconnus qui concernent pourtant, hier comme aujourd'hui, des millions de personnes autour de la Méditerranée. L'expo est à découvrir jusqu'au 31 août. Merci de votre attention. On se quitte avec ces images.